Bienvenue à Inspire, élevez votre potentiel en maîtrisant les secrets des plus grands experts. Je suis votre hôtesse Caroline Supply. Aujourd'hui, mon invité est Joan Sampedro. Joan Sampedro est actuellement HR Business Partner d'une grande société internationale. Joan Sampedro, depuis ses 14 dernières années, est passé de sommelier vendeur à HR Business Partner. Dans cette conversation, Joan va nous raconter comment il a fait pour prendre sa place dans un marché professionnel toujours aussi rude. Comment il a fait pour prendre les bons risques. Bonjour Joan. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de ta présence. Avec plaisir, merci de me recevoir. Alors aujourd'hui, nous allons voir ton ascension professionnelle. Pourrais-tu nous parler dans un premier temps de ta formation et de ton envie de toujours viser plus haut? Alors ma formation a commencé il y a plus de 20 ans maintenant, c'était en France, à l'étranger, où j'ai passé un diplôme dans l'hôtellerie-restauration, donc de 2 années uniquement, et ce qui m'a permis tout de suite de me lancer sur le marché du travail assez rapidement, au bout de 2 ans. Donc j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Et suite à ça, donc, lors de ma première expérience professionnelle, déjà on m'a fait une réflexion en disant, c'était le chef sommelier qui m'avait dit, si tu veux, c'est un peu péjoratif, mais c'était ses paroles à lui, si tu veux être juste un porteur d'assiette, ben, continue comme ça. Par contre, si tu veux te perfectionner un petit peu, ben, peut-être passe un diplôme en sommellerie. Donc c'est ce que j'ai fait, je n'ai pas hésité à retourner à l'école pour refaire une année de sommellerie pour me compléter un petit peu ma formation initiale. Et après, continuer donc, toujours cette expérience dans l'hôtellerie-restauration pendant 12 ans. 12 ans où j'alternais entre maître d'hôtel et puis la sommellerie. Donc ça, c'était les prémices. D'accord. Et donc, quelles ont été les opportunités ensuite qui se sont présentées à toi? Donc après, j'ai eu une opportunité en me présentant dans une agence de recrutement spécialisée dans l'hôtellerie-restauration qui m'a... voilà, moi j'étais allé vraiment pour continuer dans l'hôtellerie-restauration, peut-être en affinant un petit peu les horaires parce qu'au bout de 12 ans de coupure, c'était moins évident. Et puis le conseiller m'a proposé un poste auquel je n'avais pas pensé, c'était ce qu'il faisait lui, donc dans le recrutement. Et c'est vrai que quand il m'a proposé ça, moi qui étais plutôt de terrain, déjà ça a changé complètement puisqu'on passait derrière un bureau. Donc voilà, ça m'a un petit peu effrayé. Puis après, je lui ai demandé, mais pourquoi moi? Et en fait, ce qui est ressorti, c'est vrai que c'est... puisque pendant mes 12 années de restauration, j'ai toujours eu et essayé, en tout cas, c'est pas toujours évident, mais de garder une certaine directive sur l'excellence, faire des étoilés, voilà, ça c'était mon truc, donc faire des étoilés Michelin, des établissements 5 étoiles, 4 étoiles. Et c'est vrai que ça a un petit peu fait ressortir mon CV peut-être des autres, et c'est ce qui a fait qu'il a proposé mon dossier à son employeur pour bifurquer dans cette opportunité-là que j'ai saisie, bien évidemment. Et c'était un peu une chance créée, mais une chance en tout cas. Ouais. Et ensuite, tu passes à agence de recrutement. Voilà, c'est ça. Donc du coup, j'ai la possibilité, la chance et l'opportunité de faire recruteur dans un domaine que je connaissais, puisque c'était l'hôtellerie-restauration. Donc là, je fais 3 années. Et je m'aperçois très rapidement que si je reste comme ça, sans rien faire d'autre, je vais stagner un petit peu à un moment donné, je vais rester conseiller, ce qui est très bien aussi, hein, mais je vais stagner et je comprends très rapidement en ayant un pied dans les RH et un pied encore dans un domaine que je connais, qu'il va falloir que je me forme et peut-être que je me perfectionne, puisque à ce moment-là, j'avais 3 diplômes étrangers, donc français. Et c'est vrai que sur le marché ici à Genève, CAP, BEP, hôtellerie-restauration, quand on commence à aller dans les RH, ça n'a plus trop de sens en fait. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait me diriger vers une formation locale. Et tu parlais aussi de tes frustrations. Tu as eu certaines frustrations qui t'ont amené à ce certificat. C'est exactement ça, c'est que au bout de 3 ans, je commençais à vouloir voir un petit peu autre chose. Peut-être aussi m'enlever cette étiquette hôtellerie-restauration. Et j'ai eu un entretien pour un poste de HR assistant RH, auprès d'une grande banque. Et donc j'ai eu l'entretien, grandement aidé, je pense, par la collègue qui travaille avec lui. Et au bout de cet entretien, en fait, c'était un non. Donc il faut digérer les réponses négatives. Ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Donc la digestion, elle était... Dans un premier temps, c'est prendre le temps de le digérer, c'était assez rapide.
Et puis après, de se dire, mais qu'est-ce qui m'a manqué pour que cette personne me dise oui, peut-être. Et donc, c'est ce qui m'a fait comprendre qu'à ce moment-là, il fallait certainement que je me forme, parce qu'avec ce que j'avais là, ça n'allait pas marcher. Voilà. En tout cas, ça aurait pu marcher, mais ça allait me fermer des barrières. Ouais. Et donc, tu as dû travailler dur pour avoir ton certificat? Après, le certificat, donc mettre en place un certificat, une formation quand on travaille à 100%, à côté, bon alors j'ai pas d'enfant, donc ça allait, mais c'est vrai que ça rajoute tout de suite une charge de travail assez importante. Hein. Le mardi, jeudi, il fallait, après une grosse journée de travail, continuer à étudier, à être assis à un bureau et écouter quelqu'un qui parle, un peu comme vous en ce moment. C'était pas évident pendant 6 mois, mais ça a payé, derrière ça a payé, ouais. Et du coup, au niveau de ton certificat, est-ce que tu as senti un changement suite à l'obtention de ce certificat? Complètement. Complètement. Donc, à partir du moment où j'ai eu le certificat, j'ai pu... donc, déjà, en passant le certificat, j'ai pu intégrer un poste où c'était déjà prédéfini, que c'était une durée déterminée, qui m'a permis aussi, en accord avec l'employeur, de pouvoir être disponible, parce qu'il y a ça aussi, c'est que l'employeur nous laisse libre les soirs après la journée de travail. Donc ça, c'était déjà préétabli auparavant. Et puis après, donc ce que ça m'a amené, après, ça m'a amené sur... voilà, j'avais un profil de HR qui commençait à se dessiner, plus une certification à côté. Donc ça, là, je commençais vraiment à être complet. Et du coup, j'ai pu avoir plus de choix et plus de possibilités, ouais, clairement. Okay. Et est-ce que tu pourrais nous parler plus en détail de ton recrutement en cabinet d'avocat? Comment ça s'est passé? Oui. Ah ben justement, ça c'est un poste que j'ai eu grâce à cette expérience qui commençait à se dessiner de 3 à 4 ans, j'avais 4 années, et puis ce certificat, puisque c'est ce qu'il demandait, c'était un poste vraiment où il fallait avoir des connaissances sur les assurances sociales, etc. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à cet entretien, c'est un des plus gros cabinets d'avocats de Genève. Je me suis retrouvé en face de 2 associés de l'étude, plus un expert comptable de la fiduciaire qui était dans l'étude. Donc quand on a ces 3 personnes en face, voilà, c'est un peu impressionnant. Mais j'étais tellement en accord avec ce que le poste demandait, ce que j'avais appris et mes connaissances en fait, assises par ce diplôme, que je ne suis jamais sorti d'un entretien en étant aussi sûr que je l'avais réussi. J'en ai loupé plein aussi, mais celui-là j'étais sûr, et ça s'est bien passé parce que justement tout était aligné pour que ça marche. Et ça a marché. Et du coup, tu parlerais de méritocratie? Là sur ce coup, ça fait un peu arrogant, mais oui, sur ce coup-là, c'est clairement au mérite. Je suis allé le chercher, le certificat, je suis allé chercher ces expériences, cette bifurcation aussi. J'aurais pu rester dans mon agence, voilà, attendre, ou j'aurais pu aussi rester dans l'hôtellerie-restauration, ce qui est très bien aussi, mais j'avais envie, et à partir du moment où on décide et où on a envie, il faut, je pense, se donner les moyens. J'aurais jamais pris cette décision de passer le certificat si j'avais pas eu la certitude que tout était en place, tout était aligné pour que je puisse me libérer les mardis soirs, les jeudis soirs, et tenir pendant 6 mois, plus en passant ce diplôme. Je ne l'aurais pas fait si je n'étais pas sûr à 100% d'y arriver. Parce que même quand on est sûr à 100% d'y arriver, il y a encore des embûches, des choses qu'on ne prévoit pas, une mauvaise facture qui arrive au mauvais moment, voilà, plein d'aléas qui peuvent arriver, donc il faut aussi prendre ça en compte. Ouais. Et tu m'avais parlé aussi de ton certificat, comme quoi tu t'étais arrangé avec ton précédent employeur pour le passer. Oui, c'est ça. Et ça, c'est des choses aussi qui se négocient. Clairement, en fait, ça a été dès le départ, l'employeur en question, c'était un client de l'agence et qui m'avait ouvert le poste, et je lui ai dit, mais moi, ça pourrait m'intéresser, par contre, voilà, j'ai cet objectif de passer le certificat, il faut juste que je sois disponible les mardis, jeudis à 17h. Mais par contre, je peux venir à 7h le matin, je peux me lever tôt, je peux même venir à 6h s'il y a du travail. Et à partir de là, l'employeur n'y a vu aucun inconvénient. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc c'était un accord oral, certes, mais ça a fonctionné. Ouais. Et ensuite, suite à ton expérience en cabinet d'avocat, ça a poursuivi sur une meilleure lancée, c'est-à-dire que là, tu voyais des retours plus importants. Après, le profil commence à prendre forme, il prend de l'assise, de l'expérience, de la stabilité. Donc du coup, forcément, quand on postule, après, qu'est-ce qui se passe? L'employeur, quand il ouvre un poste, il reçoit 250, 300 candidatures. Donc forcément, ça commence à peser dans la balance quand il y a une certaine, je vais dire sérieux, mais c'est surtout une certaine cohérence dans le profil.
où on prend la direction. Quand j'ai pris la direction des ressources humaines, je me suis dit voilà où je peux arriver, voilà par où je vais passer, je ne vais pas griller les étapes, je vais prendre le temps, s'il faut passer 2 ans ici pour être assistant RH, bah, je le ferai. C'est vrai que des fois, parfois, on peut être un peu pressé, se dire moi je vais être tout de suite HR manager, mais c'est bien aussi de prendre le temps de passer étape par étape, et c'est ce que j'avais fait dans l'hôtellerie d'ailleurs aussi. J'avais commencé en tant que commis, et puis après chef de rang, et puis après maître d'hôtel, et après sommelier, voilà. Donc c'est vrai que des fois, il faut, voilà, faut prendre le temps de faire les choses, selon moi, hein, de faire les choses, de prendre le temps de les faire, et de bien se former. Et après, j'ai eu une opportunité au TPG, et puis après, auquel je suis resté 4 ans. Puis après, voilà, la continuité est arrivée. J'ai pu grandir aussi en termes de crédibilité aussi pour l'employeur. Forcément, l'employeur, quand il voit quelqu'un qui a fait 2 ans, 4 ans, bah, il se dit ok, il est sérieux, tout va bien aller. Donc c'est aussi pour le mettre en confiance, quoi. Et d'où l'importance aussi des certificats de travail finalement aussi. Les certificats de travail, très important, les certificats de travail. Donc toujours bien partir avec son employeur, même des fois ça peut, on peut un peu comme une relation humaine, ça marche plus, mais toujours essayer de bien partir, ça c'est très important ici. Ouais. Donc là, on a vu ton ascension professionnelle et maintenant, on va parler plus de ton réseau à Genève. Comment tu as construit ton réseau? Est-ce que tu aurais des petites anecdotes à nous raconter? Au niveau du réseau, bah, en fait, comment il se construit, c'est déjà professionnellement, hein, on rencontre beaucoup de personnes. Le réseau LinkedIn est très très important aujourd'hui. LinkedIn, c'est vraiment c'est le Facebook professionnel, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est, c'est une vitrine en fait. Déjà, le LinkedIn doit être à jour. Selon moi, aujourd'hui en tout cas, doit représenter aussi votre parcours, c'est-à-dire que ça doit être un copy-paste de votre CV. Si vous avez un LinkedIn qui n'est pas à jour depuis 2019, forcément, que vous postulez via LinkedIn en plus, on sent déjà une certaine latence, un certain manque de rigueur. Donc il faut le mettre à jour. Si vous passez une nouvelle formation, il faut la mettre, parce que c'est votre vitrine, c'est votre flyer, c'est ce qui vous vend en fait, donc c'est très très important. Et puis toujours, pour garder ce réseau-là, Genève c'est grand et petit en même temps, donc on se recroise toujours. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui vous êtes collègue avec X ou Y personne, demain elle sera peut-être à un autre poste, cette personne, donc c'est vrai que c'est très important de garder des relations professionnelles et honnêtes et sérieuses. Ouais. Et ça t'est arrivé dans le service de rencontrer peut-être un client que tu as eu dans tes années d'hôtellerie et que tu le recroises en tant que recruteur? Oui, ça m'est arrivé même de le recroiser aussi en dehors. Ah, qu'est-ce que tu deviens? Ah, je suis là, je connais. Donc oui, bien sûr, quand j'étais à l'étude d'avocat, quand ils ont vu mon parcours hôtelier, Four Seasons, etc., forcément, c'est des établissements qu'eux connaissent, que leurs clients connaissent. Et ces clients-là que je servais quand j'étais dans l'hôtellerie-restauration, je m'occupais aussi d'eux après quand j'étais dans l'étude d'avocat d'une autre manière. Je leur savais pas de vin cette fois, mais je m'occupais de leur personnel. Ouais. D'accord. Et on va parler de tendances actuelles. Et j'ai beaucoup de candidats aujourd'hui qui sont intéressés surtout par ton œil de recruteur au sein des TPG. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces candidats? Pour les TPG? Oui. Pour les TPG, en fait, ce qui est très intéressant et ce qui est assez rare, c'est que vous pouvez commencer un métier sans être du métier, c'est-à-dire qu'ils forment les TPG. Donc c'est vrai que c'est une grosse force. Après, il y a quand même des compétences clés qu'il faut avoir. Et ça, c'est un peu dans tous les métiers. Typiquement, si on reprend mon exemple, j'étais dans la restauration, je suis dans les RH, on pourrait se dire que ça n'a rien à voir. Mais en fait, si, ça a beaucoup à voir, notamment la relation humaine, clientèle. Mes clients aujourd'hui, c'est les employés de l'entreprise. Et avant, les clients en restaurant, c'était ceux qui venaient, qui payaient, qui repartaient. Donc il y a toujours des compétences qui sont clés. Et en l'occurrence, pour les TPG, les compétences qu'il va y avoir, c'est aussi la relation client. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait d'être prêt à se lever tôt le matin, d'être prêt à travailler les week-ends, d'être prêt à travailler un peu en décalé, on va dire. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui se fait pendant un certain temps. Faites vos preuves, et après, il y a des ouvertures qui s'ouvrent en interne aussi au TPG, où on se dit, bon, bah lui, ça fait 5 ans qu'il a des horaires un peu délicats, on va peut-être le mettre sur un horaire plus régulier. Donc, encore une fois, la patience, de ne pas briller les étapes, et voilà.
Et la conscience aussi de se dire qu'on a des passagers humains Ah oui, alors ça, oui, Oui. ça c'est très important. On ne transporte pas des caisses de champagne, donc la souplesse, réaliser que voilà, vous avez une responsabilité derrière aussi. Hein. Vous transportez des personnes qui peuvent être en pleine santé, vous pouvez transporter aussi des personnes qui sont moins en santé, donc si vous démarrez avant qu'elles soient assises, elles tombent. Donc ça paraît logique, mais c'est vrai que c'est des choses que tout le monde n'avait pas. Et c'est des attentions qu'il faut avoir, c'est un peu du bon sens, mais ça fait partie des compétences qu'il faut avoir pour entrer là-bas, par exemple. Et pour le rétroviseur, toujours avoir ce regard sur le rétroviseur pour voir... C'est très très important ça. Ouais. Ça, c'est des choses, à la limite, le rétroviseur, c'est des choses que vous pouvez apprendre là-bas, mais en tout cas, le bon sens de faire attention à qui on transporte, voilà. C'est important. Et que dirais-tu aujourd'hui de la lettre de motivation ? La lettre de motivation, c'est un peu sournois, la lettre de motivation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'employeurs vous voyez d'ailleurs sur LinkedIn, on voit souvent candidature simplifiée, donc ça veut dire qu'on envoie juste le CV et puis très bien, mais il y a aussi beaucoup d'employeurs qui demandent dossier complet, donc ça c'est pareil, il faut vraiment être très attentif à ce que l'employeur utilise comme langage. S'il vous demande un dossier complet et puis que vous envoyez que le CV, l'employeur, il peut juste se dire que, ok, il n'écoute pas ce que je dis et il fait comme il veut. Donc la lettre de motivation, il faut la mettre quand elle est demandée, et puisqu'on la met, il faut qu'elle soit bien faite. Alors que, je l'avoue, moi, en tant que recruteur, je ne la lisais pas toujours, parce que quand on reçoit 300 candidatures, qu'il y a déjà 300 CV à lire et 300 lettres de motivation, c'est pas possible. Est-ce qu'on pourrait se dire que finalement on se concentre à fond sur le CV comme une œuvre d'art et puis finalement la lettre de motivation on l'a fait avec sérieux mais on se dit que de toutes les façons ce sera que la cerise sur le gâteau. Il faut faire les deux correctement. C'est vraiment les deux éléments dans une postulation. Donc vous avez les certificats de travail qu'il faut tout mettre, les diplômes, tout ce que vous avez, il faut mettre, éventuellement également les permis de séjour de travail, etc. Ça c'est important aussi de montrer. Et par contre, il y a deux éléments qui changent, qui doivent être adaptés absolument à là où vous postulez, c'est le CV et la lettre de motivation. Et la lettre de motivation, même si c'est très redondant, c'est très répétitif, il faut quand même la faire et adapter à ce qui est marqué sur l'annonce et à l'employeur. Une adéquation finalement entre le poste et qu'est-ce que tu dirais justement, avoir quelques tips pour nos candidats sur le CV et la lettre de motivation. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui ? Le CV déjà, à part si vous travaillez dans le marketing, la communication, c'est pas parce qu'elle est en bleu ou en rouge qu'elle va être acceptée en fait. Donc le CV, il faut qu'il soit cohérent, il faut que comme je vous disais, il y a beaucoup de recruteurs qui, quand ils ont un poste ouvert, ils ont 300 candidatures, mais les recruteurs, ils n'ont pas qu'un seul poste ouvert, ils ont souvent 5, 6, voire 10, 12, c'est plutôt mon cas en ce moment. Donc du coup, quand vous avez 12 postes ouverts, plus 300 candidatures, je vous laisse multiplier, ça fait beaucoup. Donc ce qu'il faut faire en fait sur un CV, c'est que tout tape à l'œil du recruteur rapidement. Ça ne sert à rien de faire des CV qui ont 4 pages, on n'ira jamais au bout. Donc il faut essayer de tout scinder vraiment sur, alors pas forcément une seule page, mais en tout cas que les informations très importantes qui sont demandées sur l'annonce sautent aux yeux. Exemple, si on a une personne qui recherche un ressources humaines avec certificat de RH par exemple, et c'est intéressant de le mettre dans le titre. Vous savez que vous êtes assistant ressources humaines avec certificat RH. Ça évite au recruteur d'aller chercher si la personne a le certificat. C'est un exemple, mais c'est assez important ça. Et la lettre de motivation, la changer systématiquement. Ça ne sert à rien d'envoyer 24 lettres de motivation, exactement les mêmes, ça ne marchera pas. Et on est d'accord qu'au niveau du CV, on modifie le titre en fonction de l'offre d'emploi. Il faut vraiment une personnalisation de son CV. Le CV, personnellement, j'en ai... En plus, si on prend les versions françaises-anglaises, je pense que je dois en avoir 13 ou 14 différents. Parce que dans les ressources humaines, il y a une palette de postes assez éclectique, et puis dans plein de métiers, il y en a aussi plein de postes différents. Donc c'est vrai qu'il faut adapter à chaque fois. Par contre, au début, c'est un peu fastidieux. Mais après, vous disposez de plusieurs types de CV que vous pouvez par la suite utiliser après pour un autre employeur, tout en réadaptant un petit peu. Voilà. Donc il faut vraiment passer du temps sur le CV et la lettre de motivation. Et pour les candidatures, je pense que c'est mieux de faire 10 candidatures, belles candidatures par mois, que d'en faire 30 les mêmes. Vous envoyez toujours la même chose, ça ne marche pas ça.
Et quid des candidatures simplifiées sur LinkedIn? Ouais. Du coup, ça peut être idem, on adapte immédiatement. Oui, il faut toujours adapter. Le candidature simplifiée, la seule chose, c'est qu'il va demander uniquement le CV. Mais le CV, il faut quand même l'adapter, évidemment. C'est pas parce que, je donne un exemple, si l'hôtel d'Angleterre je suis toujours dans l'hôtellerie. Si l'hôtel d'Angleterre et la réserve, par exemple, cherchent un maître d'hôtel, c'est la même chose, mais peut-être que la réserve cherche un maître d'hôtel avec telle et telle spécificité, et l'hôtel d'Angleterre avec d'autres spécificités, et ça, il faut le mettre en avant. Donc, il faut vraiment adapter. Et si l'offre, elle est en anglais, en allemand, qu'est-ce qu'on fait? On répond On parle le langage de l'employeur. Si vous parlez en allemand, il faut lui répondre en allemand. S'il parle en anglais, il faut répondre en anglais. Et si pour lui, un chat, c'est un félin, il faut dire un félin, il ne faut pas dire un chat. J'ai un exemple concret, encore une fois, dans les ressources humaines, mais un recruteur et un talent acquisition spécialiste, c'est un peu le nom un peu assommant de recruteur, c'est exactement la même chose. Mais si vous, avec les algorithmes qu'il y a en place maintenant dans certains logiciels, si je postule que je mets recruteur alors qu'il cherche un talent acquisition spécialiste, il y a des chances que mon CV soit kick out, en fait, soit mis de côté. Et alors, quid des ATS? Est-ce que c'est quelque chose qui est employé très régulièrement? Maintenant, quasiment tout le temps. De toute façon, l'algorithme, s'il n'est pas automatique et électronique, il est humain. Moi, je suis employeur, si je recherche un acheteur, voilà, je recherche un acheteur, je ne recherche pas un fournisseur. Il faut quelqu'un qui corresponde le maximum au profil. Il ne faut pas oublier qu'un employeur, quand il met une annonce, il paye cher. Donc forcément, quand il paye cher, il recherche la licorne à 5 pattes. Et donc il faut essayer de lui donner le maximum. Et vous aussi, enfin en tout cas en tant que postulant, il faut aussi essayer de donner, en tout cas de mettre en avant vraiment le maximum pour correspondre à cette annonce, sans mentir évidemment, interdiction de mentir sur un CV. Et toi, ta lecture de CV, tu l'as fait comment? Tu lis le titre pour voir que ça correspond bien, puis après t'enchaînes sur justement les petits termes clés? En fait, s'il y a des choses qui sont obligatoires, si je veux que la personne parle anglais, et enfin, si c'est nécessaire au poste qu'elle parle anglais, je vais déjà regarder si la personne parle vraiment anglais. Si elle ne parle pas anglais, ça peut être le meilleur acheteur du monde, ça ne va pas marcher. Donc c'est pour ça que quand il y a une annonce, en général, quand ils disent qu'est-ce qui est demandé, dans les trois premiers bullet points, dans les trois premiers, c'est souvent ce qui est le plus important. Donc il faut essayer de regarder là-dessus aussi. Et si on a ce que demande l'employeur dans les plus importants, il faut les mettre tout en haut pour montrer à l'employeur je sais faire ça, je l'ai déjà fait ou je sais le faire. Et comme ça le rassure. Donc oui, quand je lis un CV, c'est vraiment le poste et puis les choses qui sont non négociables, et après c'est du bonus. Si en plus il parle anglais et allemand, alors superbe. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on lit un CV, en tout cas pour ma part. D'accord. Et pour en revenir sur la partie réseau, est-ce que tu aurais des conseils pour nos candidats? Comment réseauter? Est-ce qu'il faut se mettre en association? Est-ce qu'il faut faire des recherches sur Internet? Comment faire pour, finalement, dernièrement, je voyais dans un article de journal, on parlait de village, comme tu le dis, c'est tout petit, tout le monde se connaît. Est-ce que tu as des conseils de réseautage? Alors, le réseau, c'est un peu délicat parce qu'il faut se montrer, il faut dire je suis là sans être lourd ou trop omniprésent. Donc c'est un peu délicat, mais je pense qu'en termes de réseau, en tout cas quand on postule, c'est intéressant aussi de voir si, typiquement, si je sais pas, un de vos anciens collègues, peut-être sur LinkedIn, connaît la personne où vous avez postulé. Là, ça s'appelle du réseautage, ça ne s'appelle pas du piston. Donc il ne faut pas hésiter à faire marcher son réseau. Encore une fois, sans être lourd, c'est-à-dire qu'on peut dire, si jamais j'ai postulé au TPG, j'aimerais vraiment rentrer là-bas, est-ce que ça te dérange si tu peux faire passer mon CV ou si en tout cas tu peux parler de moi parce que j'ai postulé? Voilà, ça s'arrête là. Mais c'est très important, c'est un peu, je prends souvent l'exemple de quand on recherche un appartement à Genève, c'est un peu pareil. C'est assez compliqué, mais on est toujours en train de rechercher qui on connaît dans la régie. C'est un petit peu la même chose. Après, il ne faut pas compter que là-dessus, mais bien sûr, c'est une façon de... encore une fois, dans les 250 ou 300 CV que l'employeur reçoit, si moi je reçois un appel et qu'on me dit Monsieur Durand, je le connais, tu peux le recevoir en entretien, je vais le recevoir en entretien parce que je gagne beaucoup de temps et si j'ai confiance en la personne qui me dit ça, bien sûr que je vais le faire.
Donc c'est large, c'est une grosse plus-value, ouais, clairement. Et tu me parlais éventuellement d'avoir un tableau à tenir à jour avec des dates, Oui. des sociétés. Ça, je le tiens du chômage, hein, parce que j'ai aussi été au chômage. Mais c'est vrai que ça peut paraître fastidieux, ça peut paraître embêtant. Mais je conseille de le faire encore aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà, au début, quand on recherche du travail, on se dit, on est assez optimiste et on se dit, c'est bon, ça va durer un mois, je me rappellerai que j'ai envoyé chez Rolex et ici et là. Mais sauf que des fois, le temps passe et puis au bout de 4 mois, 5 mois, on se dit, je sais plus, on revoit Rolex qui passe et puis on se dit, ah, j'ai pas postulé, là j'envoie. Rolex, eux, ils reçoivent l'annonce, ils reçoivent votre candidature il y a 5 mois, ils reçoivent encore votre candidature, ils se disent, lui il est perdu, il postule à tout va. Et puis aussi, c'est intéressant d'avoir ce tableau. Moi, je l'avais toujours allumé sur mon ordinateur. Très souvent, quand on est appelé et qu'on est au chômage, en tout cas pour ma part, j'étais à la maison souvent. Et j'allais, donc quand je voyais un numéro de téléphone apparaître, que je me disais, tiens, c'est peut-être un employeur, j'allais sur mon ordinateur, hop, je glissais le doigt, ça s'allumait tout de suite sur mon tableau Excel. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que la personne, quand elle vous parle, elle va dire bonjour, je suis madame Delpech de telle entreprise. Et là, vous allez regarder pendant qu'elle vous parle sur le tableau, vous allez dire, mais oui, mais exactement, j'ai postulé le 16 mai à votre poste. Et elle va avoir un sentiment d'exclusivité assez intéressant qui va tout de suite la percuter. Et du coup, vous êtes déjà rentré dans sa tête et il y a déjà un petit morceau de chemin qui est fait. Donc ça, je conseille vivement le tableau parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout. Moi, je suis resté une fois 8 mois au chômage. Je ne me rappelais pas du tout où j'avais postulé 8 mois avant. On a tendance à oublier en plus quand on prend des réponses négatives. On a tendance à balayer ça. Et à ce titre-là, est-ce que tu conseillerais éventuellement d'envoyer des messages sur LinkedIn à certains recruteurs? Pourquoi pas toquer à des portes? Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le réseautage. C'est le faire, oui, mais il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas tous les lundis harceler la personne et dire alors tu m'as pas répondu. Non. Déjà, si on arrive à contacter la personne, LinkedIn c'est pas mal. Il y en a beaucoup qui mettent des pare-feux maintenant, mais ça coûte rien d'essayer. Le faire intelligemment en disant si jamais j'ai déjà postulé, je suis extrêmement motivé pour le poste, toujours. Je serais ravi de vous rencontrer. Et c'est comme un commercial qui essaye de vendre une photocopieuse. 9 fois sur 10, ça ne va pas marcher et une fois, ça fonctionne. Et c'est comme ça que de temps en temps, si on vous ferme des portes, vous arrivez à passer la tête par la fenêtre et puis dire je suis là. Donc oui, il faut le faire intelligemment. Ne le faites pas le lundi. Si jamais le lundi, on est tous pas bien. Mais les vendredis, c'est bien. Les vendredis, on est de bonne humeur en général. Et tu parlais au niveau réseautage aussi des associations type Toastmaster, etc. Oui. En fait, j'ai pris cet exemple de Toastmaster parce que c'est un organisme de parler en public, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant à rejoindre. Moi, je l'avais un petit peu fait parce que quand on se fait, c'est bien aussi de faire son autocritique, de regarder où est-ce qu'on peut s'améliorer. Et quand il y a des choses où on peut le faire un peu de manière ludique, j'aurais pu faire aussi une pièce dans du théâtre ou quoi, c'est tout de suite intéressant et c'est des loisirs que vous pouvez mettre sur vos CV parce que ça fait du sens. De mettre sur un CV que vous êtes numéro 10 dans votre équipe de foot, c'est bien parce qu'on dit ok, il a une communauté, il aime bien le travail d'équipe, on va dire. Mais c'est vrai que quand vous mettez quelque chose qui vous perfectionne un petit peu d'un point de vue professionnel et encore une fois qui a une cohérence et qui fait du sens, ça peut être un plus, donc il faut pas hésiter. Et est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à nos candidats qui sont à la recherche active d'un emploi actuellement et parfois qui peuvent être un peu dépourvus par le temps parce qu'on le sait, c'est long. On sait que la moyenne, c'est plutôt 6 mois de recherche, c'est normal. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner? Le conseil que je pourrais donner, c'est des fois, personnellement, moi, je m'étais mis un petit peu des critères au début en disant temporaire non, ceci non, ça oui. Et après, je pense qu'il faut très rapidement revoir ces critères si jamais vous voyez qu'on prend des négatifs trop souvent. À un moment donné, il faut savoir digérer les négatifs. C'est pas évident quand vous prenez 12, 15 négatifs dans une semaine. Vous êtes là, voilà. Donc, il faut savoir les digérer. Il ne faut pas le prendre personnellement. C'est juste très souvent que peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est fait un petit peu plus voir que vous. Il faut digérer le truc, persister parce que ça finit toujours par payer. Et puis voilà, faut essayer d'être
L'abnégation, c'est le plus évident. Et puis aussi, surtout, d'ouvrir de plus en plus, le temps passe, d'ouvrir les critères le plus possible. En tout cas, les critères qu'on se met un peu automatiquement, parce que normalement, on n'a pas de critères, mais des fois, on s'en met un peu automatiquement. Au début, moi, ça me... voilà, j'aurais pas forcément pris un temporaire, et puis finalement, j'ai pris un temporaire qui m'a ouvert après sur un CDI. Donc, Alors, merci beaucoup, Joanne. On va te proposer d'aller prendre une collation avec l'intégralité des candidats. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à vous.